Bonjour. Alors, je vous propose donc une correction en vidéo sur correction du DM sur le cycle de Rankine sans fraction massique. Et ce sur quoi je voudrais surtout insister, c'est l'exploitation graphique des isothermes, parce que c'est l'outil indispensable, je dirais, pour savoir à quel état on a affaire. Est-ce qu'il est sous forme de vapeur saturante, est-ce qu'il est sous forme de gaz, et à ce moment-là de pouvoir adapter les calculs qu'on va faire par la suite. Donc sans cet outil, il y a beaucoup de risques d'erreur. Voilà, c'est indispensable, même si je sens que c'est pas dans votre culture de tracer des traits et de repérer des choses dessus et de raisonner avec. Et là, je dirais que c'est incontournable, comme je vous l'ai dit dans le cours. D'accord ? Alors, donc l'énoncé précise. Voilà. À l'état initial, on a de l'eau liquide à l'état de liquide saturant à température, donc TA égale 45,8056 degrés C. Donc on se reporte à la table et on s'aperçoit que la température de 45,8 à peu près degrés C, c'est la température d'un palier qui se situe avec une pression de vapeur saturante, en l'occurrence de 10 kPa. D'accord ? Et comme notre état de notre système thermodynamique d'intérêt, c'est l'état de liquide saturant, on sait à ce moment-là que l'état A, il est à l'extrémité, je vais appeler EXL, de ce palier. D'accord ? Voilà. Pardon. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on commence déjà à tracer donc ce palier qui est ici. D'accord ? On indique les valeurs numériques, parce que là, voilà, sinon on va un peu se perdre. Donc, n'hésitez pas à mettre des valeurs numériques. OK. Ici, donc, voilà, on a une quasi-verticale. Voilà, donc là, on a l'état A, c'est l'état à l'extrémité du palier liquide-vapeur. Voilà, liquide plus vapeur, à 45,8. Mais précisez bien quand même à quelle température on travaille, parce que le EXL, je le vois souvent écrit, mais je ne sais pas trop forcément à quelle température c'est. À l'autre extrémité, donc, on a ce que j'appelle l'état EXV, extrême vapeur, toujours à 45 degrés C. Voilà, donc on a ce grand palier ici que j'ai mis très large. Donc ici, voilà, on recalcule. Voilà, le volume, ça fait 1,1 litre quand on regarde sur la table. D'accord ? On indique bien la pression, on met les valeurs numériques, on ne met pas que du littéral là, dans ce cas-là, parce que voilà, dans ce type d'exercice, on va quand même être assez proche des valeurs numériques. Voilà, donc on met toutes les indications qu'on peut, et on trace déjà cette première isotherme. D'accord ? Voilà. Donc on a notre état A pour démarrer. Alors ensuite, l'état B, on démontre que la température TB, elle vaut la température TA, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que à ces pressions-là, on peut considérer que le fluide est complètement incompressible. Donc le fait de lui poser une masse de 10 tonnes dessus, ça ne change pas son volume, donc il n'y a aucun travail qui est apporté à ce fluide. Voilà. Et comme on fait l'approximation que U ne dépend que de la température, à ce moment-là, le delta U vaut 0, donc le delta T vaut 0. Voilà. Donc on se retrouve avec un état B ici, avec une pression de PR plus mg sur S, comme tout le monde l'a trouvé, qui est en l'occurrence est à 26 bars. Donc 26 bars, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la table. À 26 bars, on voit que la température du palier de changement d'état, liquide vapeur, c'est 226,05 degrés Celsius. Donc on trace déjà cette isotherme, d'accord ? Elle va sûrement jouer un rôle. Voilà. On sait que les isothermes s'emboîtent les unes dans les autres. Donc forcément, le point ici, à extrémité, côté liquide du palier, à 226 degrés C, ce sera un petit peu à droite du point A, donc à droite du point B. D'accord ? Alors ce point B, ici, on se rappelle qu'il est à 45 degrés C à peu près. Donc ici, on a un état à 226 degrés, à pression 26 bars. D'accord ? Voilà, d'accord. Et puis, cette pression, on met un pointillé ici, ça permet d'avoir tous les états à pression 26 bars, donc à la fois les états liquides à 26 bars et les états purement gazeux à 26 bars. Ici, ça c'est l'état à l'extrémité du palier, donc c'est de la vapeur saturante à 226 degrés. D'accord ? Ok, donc on fait sa deuxième représentation. Ensuite, on nous dit... qu'à l'état B, on met en contact l'eau liquide avec un thermostat à 1268 Kelvin. D'accord ?
Voilà, donc on sait encore une fois, donc on va tracer cet isotherme, d'accord, même approximativement. On sait que les isothermes, elles sont les unes sous les autres, à mesure que la température croît, hein, elles sont les unes sous les autres et je dirais les unes à droite des autres. Hein. Plus on les écrit, elles se décalent vers la droite, d'accord. Voilà, donc notre isotherme ici, voilà, je la mets à peu près comme ça, d'accord, et elle va forcément croiser l'isobar à 26 bars quelque part, d'accord. Et donc c'est forcément à droite de ce point-là, puisque les isothermes sont toutes, je rappelle, hein, à mesure que la température augmente, les isothermes sont les unes sur les autres, les paliers sont imbriqués les uns dans les autres, et en fait, globalement, elles se décalent vers la droite. D'accord. Voilà. Alors, donc, ensuite, bon, pour déterminer cet état C, alors l'état C, par équilibre mécanique, on sait qu'il est à 26 bars. Par équilibre thermique, on sait qu'il est à 1268 K, donc on sait qu'il est sur cet isotherme. Au passage, cette isotherme, elle ne traverse pas de palier de changement d'état. Parce qu'à 1268 K, on est au-dessus de la température critique de l'eau, qui, si mes souvenirs sont bons, c'est à 660 K ou quelque chose comme ça. Hein. Donc là, je n'ai pas de palier en fait à cette température. Bon, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc l'état C sera forcément à l'intersection de cet isobar ici et de cet isotherme qui est là. D'accord. Voilà. Donc je vois forcément qu'il y a une température bien supérieure à la température de palier de changement d'état correspondant à cette pression 26 bar, donc il est forcément soit à l'état gaz ou à l'état ce qu'on appelle de vapeur sèche. D'accord. Voilà, donc ici on a une différente température, là on a 226 degrés, là on a 1268 degrés d'écart. Voilà, ce qui va permettre ici, ensuite d'écrire correctement le premier principe, puisque ce sera donc UC moins UB, d'accord, égale W plus Q. On voit que ça se transforme en un delta H, donc on aura HC moins HB. Alors c'est vrai qu'ici, il y a un petit peu de stratégie. Bon, celle qui me paraissait le plus naturelle, c'est de passer par ces points-là, puisqu'ils sont sur la mise de barre, mais c'est vrai qu'il est aussi possible de passer par ces points-là, en fait, de passer par l'état EXL à 45 degrés et l'état EXV à 45 degrés. On peut passer par ces deux états intermédiaires, ça donne à peu près le même calcul. Heureusement, bon, sachant qu'on fait des approximations, donc on ne peut pas tomber sur la même chose. Théoriquement, évidemment, c'est la même chose, mais comme on n'a pas de toute façon des expressions exactes pour H dans l'état liquide et pour H dans l'état gazeux, ce sont des approximations, U égale NCVT ou H égale NCPT, et pareil, H égale MCT, bon, voilà. Donc comme ce sont quand même des approximations, on va dire, où H ne dépend de manière affine de T, c'est ça que c'est un petit peu approché quand même s'il n'y a pas de dépendance en pression, la dépendance en température, elle est quand même un petit peu plus compliquée que forcément une relation affine. Voilà. D'accord. Bon voilà. Donc ça c'est vraiment indispensable. Si on veut savoir où on va, si on veut savoir dans quel état sont les espèces, et à ce moment-là écrire des H qui soient pertinents, il faut vraiment passer par là. Ensuite, donc ce qu'on avait, on avait une détente adiabatique réversible donc d'un gaz, forcément d'un gaz, on part d'un gaz. Évidemment, je me suis arrangé, j'ai pris les 1268 K pour que la détente adiabatique réversible, suivant la loi de Laplace, tombe au plus proche, à l'extrémité donc du palier vapeur ici. Alors, comment on sait qu'on est là? On utilise le fait qu'on sait que la pression finale, elle est au 0,1 bar, donc on sait qu'on est sur cet isobar, d'accord, voilà, ok. Et ensuite, donc, on applique PV puissance gamma égale constante, on calcule le volume, on voit que le volume il est à 14,73 m3, et si je regarde sur la table, le volume de l'état extrême vapeur à 45 degrés, il est à 14,67, donc on est très proche. Et la température également TD, elle est très proche de ce 45 degrés, 45,8 exactement. Voilà, d'accord. Donc on vérifie comme ça que cet état D est très proche de EXV, et donc pour la suite, évidemment, on va assimiler D et cet EXV 45. Voilà. D'accord. Alors pour la transformation, donc DA. Alors pourquoi je prends donc ce 45,8 moins epsilon? L'idée, c'est de se ramener à l'état initial A. Si je prends un thermostat, une source de température qui est à la température 45,8056, eh bien l'état D ici, qui est une température très légèrement supérieure, il va, à ce moment-là, à pression constante, on va arriver à l'état exactement extrême vapeur, d'accord? C'est-à-dire qu'on va chauffer le gaz et il va arriver sous forme de vapeur saturante à la température exacte de 45,8056. Et là,
si vous voulez, il ne se passera plus rien parce qu'il n'y aura plus d'écart de température. Et ce sont les écarts de température qui provoquent les transferts de chaleur. D'accord ? Donc, si je veux être sûr de traverser le palier, en fait, il faut que je mette une température très légèrement inférieure. Alors, dans la pratique, elle n'est pas très légèrement inférieure. Ici, les valeurs que vous avez, ce 0,1 bar et ce 26 bar, c'est ce qui se passe dans une centrale nucléaire. Donc, voilà, la source froide qu'on met, elle n'est pas à cette température-là. Bon, moi, je vous l'ai mise à cette température-là pour que voilà, ce soit simple. Voilà, donc ici, donc ça veut dire que mon état final, il se retrouve, donc pareil, on redessine cet isotherme qui est juste, puisqu'on a la température est à moins epsilon, ça veut dire qu'elle colle, on va dire, à l'isotherme à 45,8, d'accord, est très proche, ok, d'accord. Donc ce qui fait que, bon, l'état final est forcément sur cet isotherme, d'accord, et il est forcément à la pression 0,1 bar. Et donc l'intersection de cet isotherme et de l'isobar 0,1 bar, eh bien, elle se fait exactement ici, d'accord. Donc voilà, donc ça c'était le point A0. Donc ça assure que on fait bien cette traversée de palier, d'accord, puisqu'il voilà, il faut une source en fait de température ici, un thermostat à une température très légèrement inférieure au palier, pour être sûr qu'on le traverse. Alors on le traverse un petit peu plus, théoriquement on le traverse un petit peu plus, voilà, puisqu'on a une température très légèrement inférieure, mais à la même pression. Et après, pareil, comme l'epsilon, je le prends aussi petit que je veux, voilà, le A0 et le A, ces deux états seront assimilés, et ce qui fait que la transformation, donc DA, enfin la dernière transformation, ce sera la transformation DA. Et les écarts ici sont de l'ordre de epsilon, donc ils sont complètement négligeables par rapport voilà, aux échanges d'énergie qui se font entre EX vapeur et EX liquide à 45. C'est comme ce qui se fait entre D et A0, si vous voulez, d'un point de vue exact. Voilà, d'accord. Donc, je dirais que en dehors de ces dessins, point de salut. Voilà, je vois que je constate malheureusement qu'il y a peu de gens qui les ont vraiment dessinés ou qui les ont dessinés pour me faire plaisir à la fin. Voilà, mais je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment appuyé votre raisonnement là-dessus. Moi-même, dans la correction, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Parce que je fais le raisonnement et puis je vous donne le résultat, quelque part. Voilà. Voilà, pour ça, ou aussi une petite chose que j'ai peut-être pas bien détaillée dans la correction, c'est la question sur la question 11. Quand on prend un cycle de Rankine donc complètement irréversible, pourquoi le nouveau rendement est inférieur au rendement avec la transformation CD qui est réversible. Je vous demande quelque chose de très simple en fait. On arrive à l'état D, donc la masse elle est posée à l'état A. Entre A et B, elle ne change pas d'altitude. C'est au moment où on injecte donc de la chaleur dans l'eau que cette masse, elle monte. Alors, déjà là, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un changement d'état? Parce que vous voyez que la variation de volume, en fait, elle va être beaucoup plus grande à température égale que si on avait simplement un gaz, comme de l'air, quelque chose comme ça, donc, comme dans le cycle de Joule. Donc ça, voilà, ça se réfère un peu à ce que j'avais dit en introduction sur les changements d'état, c'est que finalement, pourquoi est-ce qu'on fait étudier les changements d'état? Parce que les machines qu'on va faire derrière avec des systèmes qui ont des changements d'état vont être beaucoup plus efficaces. C'est d'ailleurs ce que vous constatez. Alors donc ici, voilà, on va avoir une variation de volume qui va être énorme. On passe de 1 litre à 225 litres, d'accord. Voilà. Bon, donc on monte cette masse, d'accord. Donc là, on a déjà gagné, ok. Alors, si c'est irréversible, on dégage cette masse, toute la masse, on la dégage à l'état C, d'accord. Donc le gain d'altitude, c'est qu'entre B et C ou qu'entre A et C, d'accord. Voilà. Si par contre on enlève dm par dm, si j'enlève le premier dm que j'enlève, il est à altitude évidemment de C, mais ensuite tout le reste est monté. D'accord. Et à mesure que j'enlève des dm, tous les dm, ils vont se retrouver beaucoup plus haut, beaucoup plus haut que la grosse masse que j'aurais sortie dans la transformation irréversible que j'aurais sortie à altitude C. Donc à la fin, on se retrouve avec des masses dm qui sont à des altitudes globalement plus élevées que la masse m que j'aurais sortie. Donc on a forcément un delta EP, un gain d'énergie potentielle qui est beaucoup plus élevé. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais vous faire remarquer. Voilà, donc je l'ai mis un petit peu brutalement dans la correction, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc forcément, on voit que quand la transformation est réversible, on va récupérer plus d'énergie potentielle que quand